formation. Alors, juste avant de rentrer dans le sujet, je crois, Jean-Pierre, que des choses t'ont fait réagir ce matin par rapport à ce qui se disait sur la partie formation, la construction, la structure et tout ça. Oui, j'ai 2 minutes. Allez, c'est parti. Première remarque, vous demandiez si on formait tout le monde. Et je pense qu'en ce moment, les responsables de formation au développement RH sont passés d'une logique de on va battre des records de chiffres, tiens, on va former tout le monde, on va former mieux. Le deuxième point, c'est sur la digitalisation. Je pense que ce n'est pas parce que les équipes formation ne sont pas très bien digitalisées eux-mêmes que les salariés des entreprises ne sont pas intelligents et digitaux. Je vous donne un exemple. On avait il y a quelque temps un changement d'outil de montage. Et avec l'équipe RH, on s'est mis à 12, parce qu'on aime bien créer de la RH dans la RH. Et on s'est dit, au fond, alors là, pour expliquer le changement de l'outil de montage aux monteurs, qu'une moyenne d'âge de plus de 48 ans, ça va être compliqué. On a bâti des scénarios d'accompagnement du changement terribles. Et puis finalement, dans un couloir, je me suis bien rendu compte, et ayant été leur RH à une époque, qu'ils étaient tous déjà passés chez eux au nouvel outil. Donc c'est vrai qu'à des moments, on se dit, mais alors comment digitaliser ? Mais c'est comment aussi digitaliser les RH, les collaborateurs des équipes formation, puisque les salariés, ils sont équipés, ils ont des enfants, ça va très vite. Et ils sont souvent, et c'est ce que le monsieur tout à l'heure exprimait, c'est que le changement technologique, il n'est pas très compliqué, c'est le lien avec le business et l'engagement par rapport à la transformation. Et dernier exemple, le ROI, où l'argent, Hub Institute est trop cher, HEC c'est trop cher, le CFJ c'est trop cher, mais au fond, l'argent, c'est un deuxième sujet. C'est que quand un plan de formation est aux 3/4 complètement lié aux enjeux business d'un dirigeant, on le trouve. Donc c'est vrai qu'on le trouve moins quand l'accompagnement formation n'est pas complètement lié aux enjeux et qu'on s'est fabriqué du travail RH et des nouveaux modules au 4e module, puisqu'il faut créer une 3e année, un nouveau cycle, parce qu'on est encore parfois, nous, équipe formation, et je me mets dedans, sur une presqu'île où on réinvente ce qui nous ferait plaisir. Donc plus on a des plans d'accompagnement liés aux enjeux à 6 mois, plus on bâtit des plans, pas annuels, mais plutôt de plus en plus trimestriels ou individuels, plus finalement on le trouve, cet argent qui nous manquerait. Et dernière remarque, puis après j'ai fini. Vraiment la dernière. Tout à l'heure, j'ai été un peu gêné d'observer qu'il ne se passait rien visiblement sur la mixité, sur les femmes et autres. Et je trouve que, je ne suis pas d'accord, je trouve qu'il y a des entreprises qui excellent et qui en ce moment, que ce soit les constructeurs automobiles, L'Oréal, Danone ou autres, à partir de la tête, et TF1 aussi, mais je vais moins valoriser TF1 que d'autres aujourd'hui, démontrent que la mixité, ça amène une performance économique, démontrent que quand il n'y a pas de mixité, on a une image de merde, et démontrent qu'au fond, ceux qui ont mis en place récemment des outils RH qui permettent de corriger les écarts salaires, ça avance. Donc j'étais évidemment d'accord avec l'analyse globale et le chemin qui reste à parcourir, mais je trouve intéressant de montrer aussi qu'aujourd'hui ça avance et qu'il y a des entreprises qui performent mieux parce qu'elles sont mixtes et pas seulement parce qu'il faut être mixte. Voilà. Et je trouve que en ce moment, il y a des entreprises aussi qui mettent de la mixité dans les réseaux féminins. Les réseaux féminins commencent à être composés d'hommes et commencent à avoir un discours de la force, on va dire, ou qui commence à être mixte et qui, du coup, est plus puissant. Voilà. Après, j'ai fini. Merci Jean-Pierre. On va passer au sujet. Allez, voilà. Revenons sur la partie Apprendre-nous demain. Je vais laisser la parole à Mathieu. Donc, je ne vais pas faire comme Aurélie tout à l'heure avec sa question à 3 entrées, que c'était un peu complexe. Je vais juste dire, Mathieu, aujourd'hui, on parle beaucoup de comment apprendre demain. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est comment la recherche scientifique aujourd'hui ou comment les choses avancent pour permettre à l'être humain ou à nous de mieux apprendre. Elle est belle cette question, pour le coup elle est assez vaste. J'aimerais juste en guise d'introduction dire que s'il y a un truc qui a changé et qui est en train de changer actuellement dans le monde universitaire et dans le monde de la recherche, c'est qu'on commence à se poser la question de savoir comment on peut mieux apprendre. On parlait de cadre tout à l'heure, s'il y a bien un endroit où le cadre est extrêmement rigide et dès qu'on essaye de sortir de ce cadre pour essayer de faire quelque chose un petit peu mieux, de se mettre en adéquation avec les étudiants, avec le monde de l'entreprise, ou se poser ne serait-ce que ces questions-là de concevoir l'apprentissage de demain à l'université,
vous avez des levées de boucliers qui sont assez incroyables de la part des collègues, essentiellement de la part des collègues, qui vous empêchent ne serait-ce que de réfléchir à concevoir des choses différentes ou de se poser la question du numérique à l'université, ce qu'il pourrait apporter et comment il pourrait nous aider. C'est en train de changer, mais c'est en train de changer depuis pas très longtemps. Il n'y a pas si longtemps, quand vous deviez faire un cours sur le numérique, on vous donnait une craie et on vous donnait un tampon et vous disait allez-y, c'est ça, c'est ça votre matériel de base. Ça va être un petit peu compliqué, alors il fallait trouver des solutions pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a un public qui, lui, est 100% numérique et qui, en fait, a 2 ans ou 3 ans ou même 10 ans d'avance en fait, sur l'ensemble des enseignants-chercheurs qui sont à l'université sur ces questions-là et qui utilisent déjà le numérique sans nous le dire. Alors on essaie de développer des outils qui en fait ils ne les utilisent pas du tout puisqu'ils sont moins bien que ce qui existe déjà. Donc il y a toute une réflexion peut-être à avoir aussi sur ces questions-là pour pouvoir le faire. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'ils utilisaient Facebook pour se partager des cours, pour se partager du contenu, etc. Alors que nous on a fait toute une plateforme justement pour pouvoir faire ça qu'ils n'utilisent absolument pas. Ça a mis beaucoup de temps à former les collègues à cette plateforme alors qu'elle n'est pas du tout utilisée. On serait passé directement via Facebook. Ça aurait peut-être été plus intéressant. Mais encore une fois, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Et s'il n'y a pas de réflexion là-dessus, ou en tout cas pas beaucoup, c'est certainement parce qu'en fait, les enseignants-chercheurs, nous ne sommes pas enseignants-chercheurs. Notre vrai métier, c'est chercheur. On a beaucoup de RH ici. En fait, la façon dont on recrute un enseignant-chercheur, c'est uniquement sur ses compétences de recherche. Savoir s'il a un projet pédagogique ou s'il a envie de faire quelque chose de différent ou s'il a même déjà réfléchi aux enseignements qu'il allait pouvoir faire lorsqu'on le recrute. On n'en parle même pas. C'est même pas une slide, c'est même pas une discussion. C'est la seule chose qu'on pose, c'est de savoir si vous êtes un bon chercheur. Et on évalue quantitativement le nombre de publications que vous avez fait, etc. Et de la même manière, dans la carrière d'un enseignant-chercheur, on se moque royalement de l'enseignement. C'est-à-dire qu'à aucun moment on parlait d'évaluation. Alors nous, on n'a même pas d'entretien annuel d'évaluation, ça n'existe même pas. Nous, c'est un concept qui est au contraire. C'est mal. Si on se met à évaluer les enseignements, il ne faudrait pas non plus exagérer et pousser. Non, on n'évalue pas les enseignements, les étudiants n'évaluent pas la qualité de nos enseignements, ce qui fait que ça fait un siècle qu'on fait exactement la même chose et qu'on se trompe. Le seul moyen, du coup, et c'est là où je rebondis sur votre question et je vais m'arrêter, je suis désolé, le seul moyen de trouver une solution, de valoriser justement des innovations pédagogiques ou de se poser cette question-là, c'est via la recherche. Et par l'intermédiaire de la recherche, là, on peut valoriser à la fois, voilà, vous avez fait une recherche, donc vous essayez de tester expérimentalement une nouvelle forme pédagogique. Là, on peut valoriser ça pour nos carrières et valoriser ça aussi d'un point de vue vraiment recherche. Et vous avez un exemple d'un des travaux théoriques récents qui justement pourrait s'adapter à l'entreprise? Alors, s'adapter à l'entreprise. Étant dans un laboratoire de psychologie du développement, je m'intéresse plutôt aux enfants. Donc, c'est nous, notre entreprise, en fait, en réalité, c'était plutôt le monde de l'éducation, en fait, où on avait effectivement, on formait beaucoup d'enseignants avec des vieilles théories et des choses qui étaient très intéressantes, mais on ne prenait pas du tout en compte la recherche actuelle sur ces thématiques-là. Donc, tout l'enjeu de notre équipe, ça a essayé de transférer les compétences qu'il y avait et les savoirs qu'on avait acquis dans le domaine de la psychologie et des neurosciences au monde de l'éducation, en interaction bien évidemment avec les enseignants, mais c'est vraiment cette étape de formation et d'apprendre un petit peu différemment. Donc s'il y a un exemple que je peux vous donner, c'est que pendant très longtemps, on a pensé que pour être intelligent, il fallait accumuler des connaissances. Et c'est très bien d'accumuler des connaissances. Situation où ça suffisait pas. C'était pas ça qu'il fallait faire. C'est qu'ils avaient les compétences, ils avaient toutes les compétences logiques, mais en fait, ils tombaient dans des pièges. Et il y avait, on parlait de biais inconscients tout à l'heure, il y a un certain nombre de biais inconscients dans des domaines divers et variés. Par exemple, si je vous dis « je les mange », un enfant, automatiquement, on lui a appris à dire « après les », je mets systématiquement un S. Vous lui dites « je les mange », il va vous mettre un S après. Et c'est pas parce qu'il a un problème de compétence logique, c'est parce qu'il tombe dans ce piège. Et donc les apprentissages qu'on doit développer, c'est pas des apprentissages où on apprend forcément la règle, c'est des apprentissages où on apprend à résister à ces pièges. Et donc toutes les nouvelles pédagogies qui sont lancées avec les enseignants, c'est justement d'identifier ces situations où justement il y a un mode de fonctionnement assez automatique lié à l'expérience qui les conduit à une erreur pour pouvoir ensuite les corriger via autre chose qu'on appelle les fonctions exécutives. Et là, on a tout un tas de procédures pour pouvoir renforcer ces fonctions exécutives. D'accord, merci beaucoup. Jean-Pierre, comment envisagez-vous le département formation de demain ? Est-ce que, puisqu'on parle beaucoup, juste à échéance, 5 ou 10 ans. Qui suis-je pour en parler ? Non, mais nouveaux dispositifs, nouvelles façons d'assimiler l'information. Ce que tu dis est intéressant parce que
C'est vrai que malheureusement, et il y a beaucoup de publics français, on est plutôt occupé par la tuyauterie administrative des financements de formation plutôt que par le thème de la pédagogie et des modes d'apprentissage. Et avec Stéphanie Holbeck, qui est DRH de la régie, on a créé récemment ce qu'on appelait l'université TF1, il n'y a pas le mot digital, avec une promesse qui est l'exploration nous réserve des surprises, parce qu'on est convaincu que demain, ou maintenant, ou hier, l'équipe formation, l'équipe de l'entreprise, parce qu'il faut qu'on partage ça, devra mettre en œuvre tous les types de modalités d'apprentissage utiles pour une situation donnée ou un collectif. Exemple, il y a une personne que j'ai croisée à MyTF1 qui, dans les équipes de MyTF1 Digital, la demande d'apprentissage, c'est « écoute Jean-Pierre, arrête de me dire que c'est pas possible de m'abonner à des plateformes d'échange sur des nouvelles pratiques informatiques ou des revues des États-Unis. C'est ça dont j'ai besoin. Vous me dites non et tu me proposes un stage d'une journée dans 2 ans à l'INA. Bon. Mon métier, c'est le servir son besoin. Les dirigeants me disent, si tu pouvais ne pas m'inventer le nouveau stage leadership 5e niveau, moi j'ai besoin de m'ouvrir, d'apprendre, sors-moi. Learning Expedition. Les managers N+1 me disent, écoute, ça fait quand même 2 fois qu'on a le même module de management à peu près, qu'est-ce qu'on peut faire? Co-développement, échanger vos pratiques, parce que finalement, à 20 sociétés à des métiers différents, on a tous les mêmes cas. Autre exemple, j'aurais besoin de faire le 3e module d'assertivité. Non. Non, c'est bon. 3, il y a une filiale où on a testé, on ne fait pas le 3e. Et on est en train de le faire, mais je t'ai rien dit, Stéphanie. Je suis en train de regarder les personnes qu'on a le plus formées depuis 5 ans, si c'est finalement là qu'on a les talents, et celles qu'on n'a pas du tout formées, si elles sont sur le départ. Pas forcément. Du coup, je rebondis sur ce que disait monsieur, je crois qu'il est parti, qui parlait d'artisanat. Nous devons écouter, observer, parce que ça, le digital ne nous le prendra pas, les besoins et les situations professionnelles. Et on fera, par exemple, dans l'équipe des graphistes, une expérience où on va, sur les 6 mois, ne pas former, mettre la responsable de formation au cœur de l'équipe, questionner sur comment vous apprenez, vous avez besoin de quoi. Je lui donne 10 000 €, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de plan, il y a la confiance. C'est des équipes, on parle de digital, faut partager. Si on a optimisé les organisations, il n'y a plus que des bons. Donc on peut peut-être dérider, décomplexer, alléger cette façon assez mécanique, avec toute une tuyauterie qui nous obligeait à bâtir des plans et des stages d'une journée ou de demi-journée. Donc moi, je vois une équipe formation qui favorise les partages d'expériences, qui met en rencontre des personnes les unes avec les autres. J'ai telle demande, mais dans l'organisation, il y a quelqu'un qui sait, 3 étages en dessous, voyez-vous, qui organise l'ouverture. Bouygues Construction a créé une Learning Expedition pour les équipes RH. Donc, voilà, qui met en place d'autres modalités d'apprentissage, et toutes si possible, et qui s'intéresse notamment aux neurosciences, mais déjà à redescendre sur le terrain et à écouter les besoins et à observer les façons d'apprendre. Merci Jean-Pierre. Mathieu, un dernier mot sur demain. Demain, on parlait beaucoup de prix tout à l'heure. L'université en France, ça coûte pas très cher et du coup, ça a peu de valeur pour un certain nombre de... Alors qu'en fait, il y a beaucoup de valeur à l'université, notamment parce qu'on essaye de former les gens, pas forcément à quelque chose de très spécifique, mais dans nos formations, lorsqu'on les a, on leur donne des outils de façon à ce qu'ils gagnent en flexibilité. On disait que le monde de demain, on ne sait pas de quoi il va être fait pour le digital, c'est vrai. Mais si vous commencez à vous dire, OK, j'ai été formé, et ça je le vois très souvent, mais sur des trucs de base, j'ai été formé à PowerPoint en 1995, qui n'existait peut-être pas encore, mais en 1995, je suis incapable de m'adapter derrière au nouveau PowerPoint, sans une formation. La question, c'est peut-être aussi le changement d'état d'esprit derrière. C'est-à-dire que oui, il faut admettre que lorsque je vais être confronté au digital, il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses que je ne connais pas et je n'ai pas forcément besoin de formation, ou la formation, je peux peut-être la trouver par moi-même ailleurs. Aujourd'hui, vous avez une offre de formation, on parlait des MOOC, c'est en train d'exploser en France et je suis très content qu'en France, on commence à se poser la question de faire des MOOC gratuits à destination de tout le monde pour qu'on puisse se former. Mais vous allez sur les MOOC de Stanford, vous pouvez vous former à programmer un iPad.
Vous avez exactement le même cours et vous avez la possibilité de le faire. Donc, tout le monde n'a pas envie de programmer un iPad. Mais si vous avez besoin de le faire ou si à un moment donné vous voulez le mettre à jour, il faut admettre que oui, j'ai pas la compétence, mais je peux essayer d'aller la trouver via les universités, via les offres, etc. Et je vais pouvoir essayer d'acquérir cette compétence par moi-même. Mais si vous commencez à dire, écoutez, nouvelle version, ils ont changé le petit truc, je suis incapable, aucune flexibilité, je ne peux pas, là, effectivement, vous n'allez pas réussir à vous en sortir. On a un gros avantage à l'université, c'est que comme on n'a pas d'argent, on est obligé de trouver des petites astuces justement pour pouvoir s'en sortir derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous n'avez pas le logiciel de statistique, il faut aller voir le truc qui est gratuit. Le truc qui est gratuit, faut rentrer les lignes de code, c'est extrême. Mais les étudiants, ils y arrivent et ils y vont, et puis derrière, au moins, quelle que soit l'entreprise ou quel que soit l'endroit où ils vont derrière, ils arrivent toujours à trouver le petit truc gratuit ou de la petite formation qui leur permettent de s'adapter derrière. J'essaie de vendre un peu l'université, mais je vous dis, de cette contrainte forte en termes de... On n'a pas de moyens, nécessairement derrière, on est obligé de trouver des astuces, et ces astuces sont plutôt efficaces pour un certain nombre. Donc on en revient que demain, ce sera des bricoleurs. C'est nécessairement ça. C'est-à-dire que ce sera des gens qui seront formés à être flexibles pour pouvoir bricoler. Parfait. Merci. Mathieu Cassotide, maître de conférence à Paris Descartes, Jean-Pierre Sel, directeur de la formation de TF1.